l'orateur suivant de cette session plénière est quelqu'un que je connais bien, c'est Rémi Carminati. Donc Rémi est quelqu'un qui a de nombreuses casquettes. Donc depuis le mois de début juin dernier, il est directeur général de l'Institut d'optique Graduate School. Il est par ailleurs, depuis un bon moment, professeur à l'ESPCI Paris, PSL Université. Et enfin, il est le responsable du thème de recherche ondes en milieu complexe à l'Institut d'optique, à l'Institut Langevin, excuse-moi. Et ses recherches, donc il est théoricien, et ses recherches portent sur l'interaction des ondes de la lumière avec des milieux à désordre corrélés, et ça va être le sujet de son exposé. Merci Yannick pour cette introduction sympathique. Donc effectivement, mon équipe de recherche, c'est toujours à l'Institut Langevin. Donc je suis actuellement dans un état un peu délocalisé où je suis 2 jours par semaine à l'Institut Langevin et 3 jours à l'Institut d'optique. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est, comme l'a dit Yannick, la question de diffusion de la lumière dans des systèmes désordonnés, mais en insistant sur le rôle de l'ordre partiel, qui est quelque chose que je vais définir dans une minute. Mais avant ça, je voudrais dire que je suis très très heureux d'être là. Merci à la SFO, merci aux organisateurs locaux de m'avoir invité. Ça a déjà été dit, mais moi aussi je suis très content d'être devant un amphi aussi plein. Je crois que ça ne m'est pas arrivé depuis quelques années, et donc c'est très plaisant. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques remerciements aux personnes qui ont contribué aux travaux que je vais présenter. Donc d'abord à l'Institut Langevin, donc Romain Pierrat, qui est un collègue avec lequel je travaille depuis de nombreuses années sur ces sujets, et puis un ensemble d'étudiants en thèse ou de post-doc qui ont travaillé sur ces sujets et qui depuis, comme vous le voyez, vivent leur vie ailleurs. Et puis je mentionne quelques collaborations externes, donc soit des gens comme Nadine ou Ingve, avec lesquels j'ai vraiment travaillé concrètement ces dernières années sur des projets, soit des gens comme Kevin ou Randro, avec lesquels j'ai, de manière un peu plus diffuse, mais de plus long terme, interagi depuis de nombreuses années sur toutes ces questions, et qui ont contribué à ce que, petit à petit, ensemble, on essaye d'un peu mieux comprendre les choses. Donc, pour vous donner une idée de ce dont quoi je veux parler, je commence avec un exemple qui vous montre 4 manières de fabriquer de la couleur bleue. Donc vous savez certainement que si vous avez une peinture bleue, la peinture, on va dire, de base, elle est formée de pigments absorbants, et donc la coloration, c'est dû au fait qu'il y a des absorbants qui absorbent la couleur complémentaire. Vous savez certainement que le bleu du ciel, c'est dû à la diffusion, on est dans le régime de diffusion Rayleigh, c'est la diffusion par les fluctuations de densité de l'air, et une réponse spectrale qui est due à des molécules loin de la résonance qui font cette diffusion exacerbée dans le bleu. Et puis il y a d'autres exemples que vous connaissez peut-être moins, dans lesquels se mélange de la diffusion et puis de l'ordre partiel pour créer, là aussi encore une couleur bleue, mais de nature un peu différente. Ça, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure, mais les plumes de cet oiseau sont absolument pas absorbantes. Mais il y a dans ces plumes, la barre ici c'est 1 micron, une microstructure désordonnée mais fortement corrélée, je vais définir ça dans un petit moment, qui est responsable de la lumière diffuse bleue de cet oiseau. Et puis ici c'est un autre exemple de structuration de l'or au voisinage du seuil de percolation de l'or sur une surface. Et vous avez une surface nanostructurée qui est en fait une surface désordonnée extrêmement contrôlée et extrêmement corrélée, pardon. Et effectivement, en plus dans ce cas-là, il y a des corrélations à très grande portée. Et donc ici, c'est un mélange de diffusion, d'absorption avec l'ordre partiel qui est responsable de cette couleur bleue. Et donc c'est plutôt la partie droite dont je parlais aujourd'hui. Puis le message principal, c'est de montrer que l'existence d'ordre partiel dans des systèmes diffusants, c'est pas un détail et ça peut changer même de manière qualitative les choses. Et puis qu'il se passe en ce moment des choses qui font qu'on est dans une dynamique assez forte où il y a cette question de comment on fait en pratique pour contrôler ce désordre et puis obtenir des propriétés photoniques nouvelles de matériaux qui éventuellement peuvent s'auto-assembler à grande échelle. Donc, en guise d'introduction, juste quelques rappels. Donc moi, je vais parler de diffusion de la lumière. Donc cette expérience, vous pouvez la faire vous-même. Elle a été faite par la fille d'un collègue quand elle avait 8 ans. Et donc c'est un verre d'eau avec un pointeur laser. Et donc évidemment, quand l'eau est
complètement transparente, on ne distingue pas la trace du faisceau. Et puis quand vous ajoutez quelques gouttes de lait, vous rentrez dans un régime où vous voyez la lumière directe mais qui s'atténue, atténuation exponentielle. Et puis quand on met de plus en plus de lait, en fait on rentre dans un régime de diffusion beaucoup plus forte. En fait, microscopiquement, ce qui se passe, c'est qu'on a un régime de diffusion multiple avec une distance moyenne entre diffuseurs, qu'est-ce qu'on appelle le lit parcours moyen de diffusion, ce paramètre LS dont je vais parler beaucoup dans l'exposé. Et donc, quand ce paramètre LS est beaucoup plus petit que la taille du système, on est en régime de diffusion multiple, c'est le régime qui va nous intéresser ici. A l'inverse, quand il est très grand, plus grand que la taille du système, on est en régime de propagation balistique, donc de transparence. Et puis, quand il est de l'ordre de la taille du système, on est en régime dit de diffusion simple. Et donc, un des aspects de mon exposé, c'est de montrer comment on peut contrôler ce paramètre. En tout cas, comment il dépend de l'ordre partiel dans un milieu. Et donc, il faut maintenant que je définisse cette notion d'ordre partiel. Donc, qui est assez intuitive. Ce que vous avez sous les yeux sont juste des distributions bidimensionnelles de points. Pour l'instant, c'est juste des points. Donc, il y a le même nombre de points dans chacune des figures, donc la même densité de points. Mais quand on va de gauche à droite, eh bien, on augmente l'ordre partiel, ce qui veut dire qu'à gauche, ici, les positions des particules sont complètement indépendantes. Elles sont tirées aléatoirement de manière complètement indépendante les unes des autres. Et puis, quand on va de gauche à droite, on augmente les corrélations statistiques de position entre les différents points, tout en restant dans des systèmes qui ne sont pas cristallisés. Même à droite, on n'est pas dans le cas d'un cristal périodique qui lui est parfaitement corrélé avec un ordre à portée infinie. Et donc la notion d'ordre partiel, elle est illustrée ici. Donc quand on va de gauche à droite, on augmente l'ordre partiel par des interactions qui font qu'on génère de l'ordre à courte portée. Si maintenant on imagine que ces points deviennent des diffuseurs, donc pensez à des particules qui seraient dans un liquide ou des particules qui seraient dans une matrice transparente. Donc maintenant on forme un matériau. Chaque point devient un diffuseur. Eh bien, si la lumière se propage en régime de diffusion multiple, on va avoir une onde qui va faire une marche aléatoire en fait, dans le système, avec un libre parcours moyen qui est la longueur moyenne de ces flèches. Et l'inverse du libre parcours moyen de diffusion, dans ce cas où les positions sont complètement indépendantes les unes des autres, c'est simplement le produit de la densité de particules. Donc ρ, c'est le nombre de particules par unité de volume, ou par unité de surface si c'est un système 2D comme ici. Et puis sigma s, c'est la section efficace de diffusion d'un diffuseur individuel. C'est souvent ce qu'on prend comme référence, donc le libre parcours moyen dans ce système de référence complètement désordonné. On l'appelle parfois le libre parcours moyen de Boltzmann, et moi, quand je le noterai LB, ça veut dire que c'est le libre parcours moyen qu'on a dans le système, en l'absence complète d'ordre partiel. Et puis quand on va vers la droite, les choses deviennent un peu plus complexes. La physique sous-jacente est extrêmement connue depuis très longtemps et extrêmement simple. Ça veut dire que quand vous avez des corrélations statistiques, en moyenne, les interférences entre les champs diffusés par les différents diffuseurs ne se moyennent pas à zéro. Et donc ces interférences vont changer le niveau de diffusion et donc changer le libre parcours moyen de diffusion. Et donc ça peut s'exprimer sous cette forme. Donc cette fois, on a intégré le produit d'une section efficace différentielle. Cette fois, c'est la section efficace qui donne la diffusion par une particule dans une direction donnée. Donc le vecteur Q caractérise une direction d'observation. Donc ça, c'est les propriétés des diffuseurs individuels. Et puis ici, ce qui apparaît, c'est le facteur de structure que je vais définir, mais lui qui mesure le niveau en fait, d'interférence collective entre tous les diffuseurs en moyenne statistique. Donc en l'absence de corrélation, S vaut 1, et donc on fait l'intégrale de cette section différentielle sans le S, et on obtient la formule qui est ici. En présence de corrélation statistique, les interférences vont jouer un rôle, et donc c'est exactement le facteur de structure que vous avez certainement appris dans vos cours de diffusion de rayons X ou diffusion de neutrons. Donc c'est le facteur de structure pour une assemblée de n points qui sont positionnés à des positions RJ, donc qui dépendent d'un vecteur nom de Q. Il se calcule comme ça. Donc cette somme, en fait, elle va traduire tous les déphasages possibles entre les paires de particules, ou entre une particule et la particule qui est au centre. Et donc c'est ce terme qui va, en fait, encore une fois, caractériser le niveau d'interférence possible du fait des corrélations. Et nous, on traite des systèmes désordonnés, donc les brackets là, qui est ici, c'est pour dire qu'on fait en plus une moyenne statistique sur les positions aléatoires des particules. Et donc ce que vous savez, c'est certainement, c'est que pour un système cristallisé, eh bien quand vous représentez S de Q, vous avez une somme de pics de Bragg. Donc c'est ce qu'on a dans un cristal. Si on avait un vrai cristal où on disait qu'on a les positions des atomes, ben ça c'est vraiment les pics de Bragg que vous mesurez en diffraction de rayons X. Et puis si on a un système complètement désordonné, ben le facteur de structure il vaut 1 pour tous les vecteurs d'onde. Donc c'est ce qu'on aurait dans un gaz, si on imagine qu'on a les positions des molécules du gaz.
Et puis, quand on est dans un système partiellement ordonné, qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui, le facteur structure, il prend une forme un peu comme ça, où on voit un premier pic ici qui marque en fait l'inverse de la distance entre les plus proches voisins. Et donc ce facteur structure, il ressemble à celui qu'on aurait, par exemple, si on regardait les positions des molécules dans un liquide. D'accord ? Donc ordre partiel, c'est vraiment le régime, on va dire, intermédiaire entre un cristal et un liquide. Alors je vous disais que c'est un vieux sujet, hein, c'est pas quelque chose de tout à fait récent. Donc ça, c'est la première, ou en tout cas une des premières mesures du changement du libre parcours moyen. Là, ce que vous avez ici, c'est 1 sur le libre parcours moyen, en fonction de la fraction volumique dans un colloïde, 1990. Et donc, ça, ce sont les mesures. Et donc, à faible fraction volumique ou à faible densité, eh bien, on a 1 sur le libre parcours moyen, c'est ρ sigma s, hein, donc c'est proportionnel à la densité. Et puis, on voit que quand la fraction volumique augmente, on s'écarte de la loi linéaire. Et on s'écarte de la loi linéaire parce que, dans le colloïde dense, les particules commencent à interagir, ici, par des interactions de sphère dure. Et donc, ces interactions répulsives, elles créent de l'ordre partiel et elles changent le libre parcours moyen de diffusion. Donc ça, c'est des choses qui sont connues depuis très longtemps. Et si on sait mesurer le facteur de structure de la suspension colloïdale, on peut utiliser la formule que j'ai montrée avant, et ça donne la courbe en trait continu, qui suit très bien les points expérimentaux. Donc ça, c'était 1990. Mais en fait, la nature, comme je le montrais tout à l'heure, fait ça, en fait. Hein. Donc ça, c'est un sujet entier d'études hein, que j'effleure seulement ici. Ce n'est pas des travaux qui viennent de chez nous, ça. Hein. Donc le groupe de Richard Prums et beaucoup de gens de son équipe qui maintenant sont certains disséminés partout dans le monde, hein, depuis de nombreuses années étudient l'apparition de colorations structurales en lumière diffuse dans le monde vivant et notamment chez les oiseaux. Et donc là, les exemples de coloration que vous avez sont des colorations dues à de l'ordre structural. Ce n'est pas de l'absorption. Et ce n'est pas non plus des cristaux. Ce n'est pas comme sur certaines ailes de papillons ou certains insectes où vous avez des réseaux de diffraction et donc vous avez de l'iridescence. C'est-à-dire qu'en tournant autour de l'objet, vous changez la couleur. Là, c'est la lumière diffuse. Donc ces oiseaux ont la même couleur quel que soit l'angle sous lequel on regarde. Et si on regarde la microstructure dans les plumes, on voit très clairement une structure assez complexe, hein, mais qui est une structure désordonnée, fortement corrélée. Et deuxième exemple que je vais montrer, c'est des travaux dans le groupe de Silvia Vignolini à Cambridge, qui est un groupe extrêmement actif aussi sur toutes ces questions de coloration structurale dans le vivant, dans les insectes, mais aussi chez les plantes. Et puis ce qu'établissent ces groupes aussi, c'est de comprendre comment le processus d'évolution aussi modifie ça, essayer de faire le lien entre l'apparition de couleurs et puis des fonctions biologiques, etc. C'est des sujets assez passionnants. Et là, ce que vous avez, c'est un scarabée blanc, qui est au jour d'aujourd'hui le biomatériau le plus diffusant qu'on connaisse. C'est un matériau extrêmement diffusant et qui fait que ce scarabée qui vit en plein désert, en fait, est un réflecteur de lumière extrêmement performant. Donc, après cette introduction, je vous ai dit que je voulais vous montrer que cette apparition, en tout cas cet ordre partiel, est un degré de liberté qui potentiellement permet de faire énormément de choses. J'ai déjà montré des exemples. Et un type d'ordre partiel qui a été étudié depuis quelques années et qui aujourd'hui fait l'objet de nombreuses études en photonique, c'est l'ordre partiel dit hyperuniforme, qui est un peu un cas limite, mais intéressant, que je vais commenter. Puis ensuite, je vous dirai des choses sur ce qu'on peut en faire en pratique. Donc là, ce que vous avez à gauche, de nouveau, sont des distributions bidimensionnelles de points. Et puis à droite, c'est le facteur de structure de ces distributions. Hein. Donc, de nouveau, quand vous avez un cristal, vous obtenez les pics de Bragg. C'est la figure que vous auriez si vous aviez de la diffraction en champ lointain. Quand le système est complètement non corrélé comme un gaz, vous avez une espèce de blob au voisinage de Q égale 0, mais sans structuration. Et puis là, vous êtes dans un cas particulier où l'ordre partiel dit hyperuniforme est tel que le facteur de structure s'annule au voisinage de l'origine. Alors, on n'a pas ça si on fait n'importe quoi. Hein. Si on essaye de générer de l'ordre partiel avec n'importe quel type d'interaction, on ne tombe pas forcément sur une annulation au voisinage de Q égale 0, mais on tombe en général sur un facteur de structure qui sature vers une valeur limite. Donc l'apparition de cet ordre hyperuniforme, il y a toute une histoire derrière ça, si vous voulez en connaître plus. Je vous conseille cet excellent article de synthèse. C'est un sujet en soi, hein, qui est largement au-delà de la photonique. L'étude même des structures hyperuniformes, d'un point de vue mathématique, d'un point de vue mécanique, etc., est un sujet en soi. Alors, si vous avez
Alors, avant ça, juste pour dire, ça c'est le premier papier qui a quelque part lancé l'idée que ces structures hyperuniformes avaient aussi un intérêt en termes d'interaction avec des ondes. Donc ça, c'est pas de l'optique, c'est des expériences qui sont faites, les premières expériences en domaine micro-ondes. Donc ce que vous voyez là sont des structures qui ont on va dire des cellules unités de l'ordre du centimètre. Hein. Et donc ce qui a été montré, c'est que, donc ce que vous voyez ici, hein, c'est la transmission à travers des structures comme ça. Et là, vous avez l'angle d'incidence, et puis là, vous avez la fréquence. Et donc ce qui a été montré, là aussi, c'est un sujet entier que je ne vais pas détailler trop, mais c'est qu'on peut avoir dans des structures hyper uniformes qui ne sont pas des réseaux ou des quasi-cristaux, l'apparition de gaps photoniques. C'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, est un sujet d'étude en soi, quelque chose d'assez intéressant, de pouvoir apparaître des gaps photoniques dans des structures qui ne sont pas périodiques. Passage, hein, si vous vous souvenez de cette définition d'hyperuniformité, donc facteur de structure qui s'annule au voisinage supérieur égal 0, ça vous dit que les quasi-cristaux et les cristaux sont hyperuniformes. Mais ceux dont je parle ici, ce sont des structures hyperuniformes qui n'ont pas d'ordre périodique à portée infinie. Donc ça a stimulé énormément de choses. Et une façon d'aborder tout un tas de choses qu'on peut faire qu'on peut imaginer faire avec ces structures hyperuniformes, c'est de faire un peu de simulation numérique. Et donc, on peut déjà, dans l'ordinateur, générer des réseaux de points qui soient hyper uniformes. Donc, je dis, on ne peut pas faire complètement ça au hasard. Il faut qu'il y ait un processus d'interaction, ou en tout cas virtuel, synthétique dans l'ordinateur. Hein. Donc, ce qu'on fait concrètement, si vous voulez savoir, ça, c'est la structure qu'on obtient. Ici, c'est le vecteur structure, S de Q, en 2 dimensions, QX, QY. Et on veut générer un vecteur structure qui s'annule dans une zone au voisinage de Q égale 0. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'intégrale de S de Q sur cette zone comme une espèce d'énergie d'interaction qu'on cherche à minimiser. Donc il y a un algorithme pour minimiser ça, qui fait qu'on peut passer d'une structure complètement non corrélée à une structure hyper uniforme, non cristallisée. Et donc il y a un paramètre qui varie entre 0 et 1, et qui mesure le niveau de corrélation. Qui égale 0, c'est une structure complètement non corrélée. Qui égale 1, ça serait un cristal, un vrai cristal. Qui égale 0,5, vous voyez, c'est déjà un système qui est fortement corrélé. Hein. Donc qui égale 0,5, on dit que c'est le début de la cristallisation. Ça commence de plus en plus, quand on va au-delà de 0,5, à ressembler à un cristal. Le mot hyper uniforme, hein, on pourrait le définir de manière mathématique, mais vous voyez, si vous avez un peu l'intuition visuelle de ce qui se passe, hein, ce qu'on fait, c'est que, il y a même un théorème mathématique qui montre que ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on enlève les trous. Dans ces structures-là, il n'y a plus tellement de trous. C'est réparti le plus uniformément possible, sans être cristallisé. Il faut imaginer aussi, ça c'est ce que je veux dire est très qualitatif, mais une image qu'on peut avoir sur l'apparition des gaps, c'est que si on est... imaginez que vous êtes à une longueur d'onde grande par rapport à la taille de ces trous-là. En gros, vous allez être dans un régime où vous allez homogénéiser, vous allez tendre vers un régime de transparence. Et puis, si la longueur d'onde est petite, vous allez toujours trouver un trou qui a une taille de l'ordre de lambda sur 2, puis vous allez arriver à mettre un mode. Mais il y a un régime intermédiaire où vous avez une longueur d'onde, mais vous ne trouvez jamais de trou qui fasse lambda sur 2. Donc c'est ça un peu l'idée qualitative, hein, de l'apparition de ces gaps photoniques. Donc on peut montrer mathématiquement que pour un niveau de corrélation donné, il y a une taille maximum des trous qui persiste dans le système hyperuniforme. Il y a une bande supérieure au trou. Juste pour donner une petite image simple et puis aussi expliquer le vocabulaire hyperuniforme. C'est ça que ça signifie. Donc une fois qu'on a généré dans l'ordinateur un réseau de points comme ça hyperuniforme avec un degré d'hyperuniformité qu'on peut contrôler, ensuite on peut habiller ces points par une polarisabilité, enfin transformer chaque point en un diffuseur, et puis on fait dans l'ordinateur un matériau photonique. Et donc, la première chose qui est vraiment très simple, c'est que, donc là c'est des simulations que je vous montre ici. Hein. Si on se place, donc imaginez un matériau, là en fait c'est une couche plane, tridimensionnelle, hein, je n'ai représenté qu'une partie, mais imaginez un slab là, qui est très grand, puis qui a une taille transverse L. Donc si on se place initialement avec un système complètement désordonné, donc là on a des particules qui sont réparties aléatoirement, et dont le libre parcours moyen, donc c'est aléatoire complet, donc c'est le libre parcours moyen de Boltzmann, la référence, qui est un peu plus grand que la taille du système. Donc en fait, on va être en régime de diffusion simple. Donc on éclaire ce système par un faisceau gaussien, et puis on peut calculer la distribution angulaire de l'intensité en champ lointain.
Ce que vous savez certainement de vos rappels de cours de rayons X ou diffusion de neutrons, c'est qu'en régime de diffusion simple, l'intensité diffusée dans une direction donnée, elle est simplement proportionnelle au facteur de structure. Pour quelle valeur de Q? Pour la valeur du vecteur d'onde Q ici, qui est la différence entre le vecteur d'onde d'observation et le vecteur d'onde d'incident. C'est de l'addition élastique, donc les flèches là, elles ont une longueur de pi sur lambda, d'accord? Et Q, c'est ça. Donc vous voyez que si la longueur d'onde est suffisamment grande, c'est-à-dire que si KI est suffisamment petit pour que pour tous les vecteurs d'onde Q, vous soyez dans la zone où S de Q s'annule, il n'y a plus de diffusion. Voilà, donc, pour ça que ces systèmes, là, c'est un calcul. Donc, ici, c'est l'intensité en unité arbitraire, en fonction de l'angle d'observation, on tourne autour du système. Là. Donc en rouge, c'est ce qu'on a, le système est complètement non corrélé, et puis en bleu, on voit à peine. C'est le résidu de S de Q qui n'est pas exactement égal à 0 dans la simulation. Mais on voit qu'on a complètement tué la diffusion, sachant que ce sont les mêmes particules et la même densité. C'est uniquement les corrélations de position qui tuent la diffusion. D'où souvent l'appellation en anglais de stealth hyperuniformity pour ces systèmes où S de Q est égal à 0. Stealth voulant dire que ça devient transparent en diffusion simple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette propriété de transparence, en fait, elle est très robuste et elle peut subsister en régime de diffusion multiple. Ce qui là est un peu moins évident, puisque l'intensité n'est pas simplement proportionnelle au facteur de structure. Donc là, ce que je montre sur cette simulation, c'est que si on démarre cette fois avec un système diffusant dont le libre parcours moyen, quand le système est complètement désordonné, est petit par rapport à la taille du système, donc là on est en régime de diffusion multiple, eh bien en fait on peut, sous certaines conditions qu'on discute ici, montrer que de nouveau, en passant d'un système non corrélé à un système hyper uniforme, on peut passer d'un système diffusant à un système qui n'est plus diffusant et qui en fait, effectivement, devient transparent. Et donc c'est de la transparence qui n'est pas induite par un processus d'homogénéisation classique, c'est-à-dire c'est pas on a augmenté la longueur d'onde énormément ou on a augmenté la densité, c'est vraiment l'ordre local qui, par un processus interférentiel, tue la diffusion dans toutes les directions, sauf dans la direction avant. Donc on retrouve une transparence due à l'ordre partiel. Donc pour résumer, ce qu'on montre, c'est qu'on doit pouvoir arriver à faire ce qui est représenté là, partir d'un système qui est dans un régime de diffusion multiple forte, et puis à même densité, même type de diffuseur, pour peu qu'on génère des corrélations hyper uniformes, avoir un système qui devient en fait transparent. Je disais que l'hyperuniformité, c'est un cas limite, parce que finalement, si S de Q ne s'annule pas complètement au voisinage de Q égale 0, mais devient très petit, s'il s'annule complètement, ce libre parcours moyen devient extrêmement grand, mais s'il ne s'annule pas complètement, mais que le libre parcours moyen est suffisamment grand pour être grand devant la taille du système, on a aussi une transparence, donc en fait on n'est pas obligé d'être strictement dans un régime d'hyperuniformité. Ce qui compte, c'est d'avoir vraiment, aux longueurs d'onde d'intérêt, le S de Q le plus petit possible. Et là aussi, la nature n'a pas attendu qu'on fasse des choses. Je ne sais pas si vous savez que la transparence de la cornée, votre cornée, celle que vous avez sur les yeux, la cornée c'est un hydrogel de collagène en fait. Sa transparence, c'est pas du tout quelque chose d'évident. En fait, la cornée est formée de fibrilles de collagène. Donc là, vous les voyez, c'est un empilement de couches. Vous voyez les fibrilles là, dans une certaine orientation, puis là, vous les voyez en coupe. Donc, vous voyez, c'est un magnifique système bidimensionnel. Ce que vous avez là, en fait, ce sont des cylindres qui font 30 nanomètres de diamètre, quelques microns de long, qui sont ces fibrilles, qui sont organisées de manière, c'est pas un cristal, mais de manière très corrélée, en fait. Alors ça a été il y a beaucoup d'articles qui ont, dans la première moitié du XXe siècle, essayé de comprendre pourquoi il y avait, la cornée était transparente. Puisque si vous prenez la section efficace d'une fibrille de collagène, la densité que vous avez là, et que vous supposez que c'est complètement désordonné, si vous calculez le parcours moyen en disant que c'est juste 1 sur ρ sigma s, vous trouvez que la cornée doit être opaque en fait. La cornée devrait être laiteuse comme un verre de lait. Donc le fait qu'il n'y ait pas de diffusion dans la cornée, ça vient du fait qu'il y a un facteur de structure. Et donc là, ce que vous voyez, c'est dans le spectre visible, la transmittance de la cornée en prenant en compte l'ordre local, donc le facteur de structure mesuré dans ces structures. Au passage, c'est vraiment un article magnifique dans JOSA en 1969. Je pense qu'aujourd'hui, un article comme ça serait dans Nature, mais voilà. Et cet article est écrit avec une simplicité, une modestie incroyable, mais c'est, en tout cas à ma connaissance, le premier article qui explique pourquoi la cornée est transparente. Voilà, c'est quand même pas rien. C'est intéressant de voir que
Une fois, c'est de la vieille physique que je vous raconte, mais vous voyez, 1966, alors ce qui est drôle, c'est que c'est à peu près en même temps. Ce papier de Ashcroft et Lechner, c'est le Ashcroft du Ashcroft et Mermin. C'est le papier qui explique pourquoi la résistance dans les métaux liquides n'est pas si grande qu'on l'imagine. C'est dans un cristal, on a la structure de bande, on a des ondes de blocs avec les ions qui sont sur un réseau parfaitement cristallin, et donc on explique la conduction des métaux comme ça, mais on se dit dans un métal liquide, si les ions ne sont pas sur un réseau cristallin, c'est complètement désordonné, donc les ondes électroniques vont faire de la diffusion multiple, et on s'attend à avoir une très grande résistance. Il se trouve que si on fait un calcul simpliste en supposant que les ions sont complètement non corrélés, comme dans un gaz, on trouve une résistance qui est bien plus élevée que ce qui est mesuré, et en fait ce problème a été résolu par cet article, qui est un autre article très connu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement la même physique. Ce qui est dit ici, c'est que les ions en fait, ont des interactions répulsives, et donc ils ne sont pas, même dans un métal liquide, répartis n'importe comment, mais il y a un facteur de structure. Et qu'ensuite, la diffusion des ondes électroniques en présence de ce facteur de structure, eh bien, ça donne un libre par combien de diffusion beaucoup plus grand que si le système n'était pas avec de l'ordre partiel. Et donc, ça crée de la transparence. Ça diminue, ça augmente la conductance. Donc c'est exactement, les équations de ce papier sont les mêmes que dans celui de la Cornée. C'est quand même assez intéressant de souligner cette analogie. Voilà. Alors, la transparence est une curiosité intéressante. Ce qu'on a regardé, nous aussi, c'est de se dire, c'est le problème de l'absorption, qui aussi est un problème intéressant, de se dire, mais est-ce que maintenant, si je pars d'un ensemble de diffuseurs qui sont un petit peu absorbants dans une matrice transparente. Donc j'ai un matériau diffusant un peu gris. Cette fois, les diffuseurs sont absorbants. Je sais que je peux réduire la diffusion en jouant sur les corrélations de position. Donc est-ce que je peux, simplement en jouant sur les corrélations de position, arriver à augmenter l'absorption du système global, puisque la diffusion est une perte pour l'absorption, en particulier une partie de la lumière diffusée va être réfléchie. Et donc on a montré, là aussi ce sont des simulations, on a montré en principe que oui. Donc ce qui est représenté ici, c'est pour une couche de milieu formé de particules légèrement absorbantes, la puissance absorbée en moyenne, on fait une moyenne statistique sur les positions des particules, normalisée par la puissance incidente. Dans le cas d'un système complètement décorrélé, les courbes rouges, et puis dans le cas d'un système où on induit ces corrélations hyperuniformes, qui est la courbe noire. Et en abscisse, ce que vous avez, c'est un paramètre qui mesure le niveau d'absorption des particules individuelles. Donc là, on augmente l'absorption dans les particules individuelles. Donc évidemment, on augmente l'absorption. Ce qu'on voit, c'est que dans le système non corrélé diffusant ici, en fait, on va saturer vers une valeur finie. Parce qu'en fait, c'est la diffusion qui est une perte pour l'absorption. Mais que le système hyperuniforme, lui, permet d'optimiser l'absorption. Donc à densité de particules et à type de particules données, on peut en fait maximiser l'absorption. Alors, ce qu'on a montré aussi, c'est qu'on peut, avec les corrélations uniformes, atteindre une borne supérieure de l'absorption dans un milieu diffusant formé de particules absorbantes dans une matrice transparente. Ce qui n'est pas pareil que de mettre des diffuseurs dans une matrice absorbante, qui est un autre problème. Mais là, le problème, c'est vraiment de maximiser l'absorption, enfin le problème que nous étions posés, dans un ensemble de particules légèrement absorbantes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est de la lumière diffuse, ce n'est pas un effet résonant, et il n'y a pas de pic de Bragg. Donc en fait, on peut avoir, donc là de nouveau c'est la puissance moyenne pour un angle d'incidence donné, en rouge le système non corrélé, en noir le système hyperuniforme, donc vous voyez le gain qu'on peut avoir ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'avoir sur une très très grande plage angulaire, et aussi sur une très très grande plage spectrale, puisque c'est pas un effet résonant. Alors, dans l'exemple qu'on a montré là, je n'ai pas le temps de montrer tous les détails, mais on montre qu'on absorbe même plus que dans les structures cristallisées, à même densité, à même type de particules. Donc là, ce qu'on montre, c'est que potentiellement, ce qu'on peut faire, c'est partir d'un système diffusant, avec un niveau d'absorption qui est tel qu'ils sont un peu gris, typiquement un libre par combien d'absorption de l'ordre de la taille du système, et puis en jouant sur l'apparition d'ordre partiel, on peut avoir quelque chose qui commence à ressembler à un corps noir, en fait. Quelque chose qui va absorber quasiment au maximum sur une grande plage angulaire et sur potentiellement une large bande spectrale, si les diffuseurs sont des absorbeurs à large bande. Donc ça, c'est aussi... Donc il y a d'autres travaux que je mentionne ici, et notamment celui-là, qui est un travail très récent,
montrant qu'en faisant des systèmes hyperuniformes 2D, pour le photovoltaïque, en fait, on peut faire de l'absorption sur des couches très fines, avec toujours la même idée que c'est la réduction de l'absorption, de la diffusion, par la présence de corrélations de désordre, qui permet de maximiser l'absorption. Alors il y a d'autres choses qu'on peut faire avec ce degré de liberté. On a étudié le degré de liberté de corrélation de désordre. On a étudié récemment, là je vais juste, pareil, là je vais l'illustrer, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on a eu l'occasion d'étudier avec Jean-Philippe Bannon et Yngve Simonsen, dans le cadre d'une collaboration avec Saint-Gobain Recherche, des structures, parce que Saint-Gobain fabrique des structures comme ça, qui sont en fait des verres diffusants et ou colorés, dans lesquels il y a à la fois du désordre de surface et du désordre de volume, et dans lequel on peut avoir des corrélations entre les fluctuations d'indices en volume et puis les fluctuations de la hauteur de la surface. Donc on a deux processus, si vous voulez, stochastiques en termes de diffusion, la diffusion par la surface, la diffusion par le volume, avec éventuellement des corrélations entre les deux. Donc là, vous avez à gauche un cas, pour vous illustrer un peu ce que ça donne, hein, un cas où la rugosité de surface et le désordre de volume sont complètement décorrélés, et puis à droite, un cas où ils sont fortement corrélés. C'est-à-dire quand vous avez un pic de surface, ça correspond à une augmentation de l'indice optique en dessous. Donc il y a des process de fabrication qui donnent des choses qui sont comme ça ou qui sont intermédiaires. Donc on a étudié ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des signatures très fortes de ce niveau de corrélation entre une surface et un volume dans la réponse en polarisation. Donc là, je ne vais pas vous ennuyer avec des études polarisation, mais juste vous montrer un sous-produit de l'étude, quelque chose qui nous a... on ne pensait pas que c'était nouveau d'ailleurs, mais c'est le fait que si vous avez une surface rugueuse et un volume dessous qui sont complètement non corrélés, vous pouvez, même en régime de diffusion simple, donc là ce qui est représenté, c'est le degré de polarisation de la lumière diffusée. Donc on éclaire avec une lumière polarisée, parfaitement polarisée, avec l'incidence là du trait rouge, si vous voulez, puis on observe en champ lointain dans une direction en réflexion ici. Et donc ça, c'est le degré de polarisation. Chaque point, ça correspond à une direction d'observation. Ce qu'on a montré, c'est qu'on peut avoir dépolarisation complète, même en régime de diffusion simple. Alors, ce qui veut dire que la diffusion simple, en tout cas la non-perte de polarisation, n'est pas en fait une signature de diffusion simple. Alors, si vous n'êtes pas spécialiste du sujet, vous dites, bon, pourquoi il nous dit ça ? Mais n'empêche que souvent, le dogme, c'est que la diffusion simple ne dépolarise pas. Alors c'est vrai si on n'a que de la diffusion de surface, c'est vrai si on n'a que de la diffusion de volume. Mais si on a deux processus de diffusion non corrélés, on peut imaginer un cas où on crée, si vous voulez, une onde diffusée par la surface, une onde diffusée par le volume, qui en fait vont donner, en moyenne statistique, deux composantes qui sont perpendiculaires et de même amplitude, et ça correspond à un champ complètement dépolarisé. Donc on peut dépolariser complètement de la lumière en diffusion simple, dans un cas comme ça. Un autre exemple, alors c'est ça qui n'est pas issu de nos travaux, mais c'est des travaux menés par Kevin Vink à l'Institut Lumière Matière à Lyon, en collaboration avec des équipes du LP2N à l'Institut d'optique de Bordeaux, où là, ce qui est visé, c'est le changement d'apparence visuelle d'une surface en mettant sur cette surface une couche qui est formée d'un ensemble de particules. Chacune de ces particules est un résonateur, donc il y a sa propre réponse spectrale. Mais en plus, ces particules forment une métasurface, pour prendre le vocabulaire actuel, désordonnée, mais dans laquelle, ce qu'a montré Kevin Vink avec ses collaborateurs, on peut, si on contrôle le niveau de désordre, donc vous voyez sur la surface, on peut avoir un stem qui est complètement désordonné, ou un stem avec un ordre partiel fort, changer complètement la réponse, non seulement en termes de brillance, ce qui caractérise la brillance d'un objet, c'est en particulier le rapport, la puissance relative de la lumière diffusée dans la direction spéculaire et de la lumière diffuse. Et puis le facteur de structure joue aussi sur la réponse spectrale. Et donc en travaillant avec des équipes qui sont capables de représenter l'apparence visuelle d'objets complexes en réalité virtuelle, vous voyez ici un exemple de deux objets qui ont en fait des coatings qui sont formés de mêmes particules à même type de particules, mais donc des résonateurs qui ont la même réponse spectrale, mais avec un niveau d'ordre local très faible, un niveau d'ordre local plus fort, donc avec un facteur de structure qui non seulement change la brillance, mais peut changer aussi la réponse spectrale et donc la coloration de la surface.
Donc ça, c'est des travaux très récents et c'est une autre manifestation du fait qu'il y a un degré de liberté, non seulement qui change les choses de manière très qualitative, mais qui peut être intéressant en pratique. Alors là, j'ai parlé de choses relativement simples en pensant à des applications en termes d'augmentation de l'absorption, de transparence ou bien de changement de coloration. Mais il y a aussi autour de ces questions d'ordre partiel beaucoup de sujets très fondamentaux qui sont revisités. En particulier, la localisation d'Anderson. Alors, je ne vais pas du tout parler en détail de la localisation d'Anderson. Sachez juste, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'on peut, en régime de diffusion multiple, pour peu que la diffusion soit suffisamment forte, rentrer dans un régime où le transport est complètement stoppé, c'est-à-dire que les modes propres de l'équation d'onde qui nous intéresse, donc ça peut être l'équation de Schrödinger pour les électrons, l'équation des ondes acoustiques ou l'équation d'Helmholtz pour les ondes électromagnétiques. En fait, les modes propres deviennent des modes qui sont spatialement localisés et qui décroissent exponentiellement. Ce régime de localisation d'Anderson, qui a d'abord été découvert pour le transport électronique et qui a expliqué une transition métal-isolant, en fait, ce qui a été compris, c'est qu'en fait, c'est un phénomène ondulatoire et la localisation d'Anderson a été étudiée pour différents types d'ondes, incluant les ondes classiques. Mon point là, c'est pas tellement de parler de localisation d'Anderson, c'est juste de vous montrer cette image donc c'est un papier de synthèse qui avait été fait au moment des 50 ans de la localisation d'Anderson. Ce que vous voyez, c'est différents systèmes qui ont été utilisés pour étudier la localisation d'Anderson en micro-ondes, avec des ondes acoustiques ou en optique. Et il est assez clair que ces systèmes sont fortement corrélés. Et ces questions de corrélation de désordre et de leur impact sur la localisation d'Anderson, ça a été des questions qui ont été largement, en tout cas sous-estimées pendant un moment, et puis qui sont devenus aujourd'hui des sujets d'études extrêmement importants. Donc, je vais juste montrer un exemple, mais ces systèmes hyper uniformes, ils permettent aussi, en fonction du niveau de désordre et des fréquences qu'on étudie, de sonder de manière un peu nouvelle ce régime de localisation d'Anderson. Ce qui a été proposé dans le groupe de Frank Sheffold il y a quelques années, c'est un diagramme de phase. Pareil, il ne s'agit pas de rentrer dans les détails, mais c'est pour montrer la richesse du sujet. Donc ici, ce qui est représenté, c'est le fameux paramètre qui. Donc qui égale 0, c'est un système complètement désordonné. Qui égale 1, c'est un cristal. Et puis entre les deux, on a toute la plage des systèmes hyper uniformes désordonnés. Et puis ce que vous avez en abscisse, c'est la fréquence. Et donc ce qui a été montré par ces auteurs sur la base d'études numériques, c'est qu'on peut avoir différents régimes de transport diffusif, de localisation d'Anderson, et puis le fameux régime d'apparition de gap photonique dont j'ai parlé au début tout à l'heure. Donc ce diagramme de phase a été proposé et mentionné un travail récent qui a été fait à Infini à Nice par Geoffroy Aubry et ses collaborateurs avec des manips magnifiques en régime micro-ondes. Donc là, ce qui a été fait par ces auteurs, c'est d'utiliser un système bidimensionnel. Donc là, vous voyez des diffuseurs répartis dans une cavité micro-ondes, répartis sur un système, en formant un système hyper uniforme avec un niveau de corrélation qui égale 0,3. Donc vous voyez, c'est à peu près là que ça se situe. Et donc, quand on balaye en fréquence, ce qui est fait ici, on s'attend à traverser tout un tas de régimes. Le régime de transparence, dont j'ai parlé tout à l'heure, un régime de diffusion, un régime de gap photonique, un régime de localisation, etc. Et donc, dans ces manips micro-ondes, ce que ces auteurs ont fait, c'est de sonder directement les modes électromagnétiques à différentes fréquences à l'intérieur de la cavité. Et donc, on voit très clairement ici des modes qui ressemblent aux modes de la cavité vide, parce que c'est le régime de transparence, du transport diffusif, des modes spatialement localisés, et de nouveau le transport diffusif. Donc, c'est à ma connaissance la première expérience qui permet de balayer ce diagramme de phase. Et donc vous voyez qu'au-delà de ce dont j'ai parlé, il y a aussi des études fondamentales qui permettent de revisiter assez en profondeur des choses qui apparemment étaient très connues, mais qui finalement ne le sont pas tant que ça. Et on découvre des coexistences de régimes dans ces systèmes avec un assez fort niveau d'ordre partiel. Yannick, comment je... D'accord. Donc, pour terminer, maintenant, est-ce qu'on peut réellement faire des matériaux comme ça ? Comment est-ce qu'on peut faire pour créer, notamment en photonique, cet ordre partiel ? Donc, en gros, il y a deux philosophies. Il y en a une qui est l'approche que je qualifierais top-down. Ça, c'est un exemple dans le groupe de Frank Sheffold,
où ce qui est utilisé, c'est de la photolithographie 3D, donc avec de la photopolymérisation, c'est fait avec un nanoscribe. Et puis, on arrive au final à avoir une structure assez complexe. Et là, c'est un réseau très connecté de silicium, qui est la première démonstration en optique d'un système hyperuniforme avec un gap photonique autour de 1,55 micron. Donc c'est bien pour faire des preuves de concept et puis des démonstrations, des premières, on va dire. Mais si on pense en termes d'application, il y a une autre approche qui est plutôt une approche bottom-up. Et donc là, il y a beaucoup de travaux actuellement, notamment en physico-chimie de la matière molle, pour essayer de penser à des systèmes qui pourraient s'auto-assembler pour former, par exemple, des systèmes hyperuniformes. Donc là, c'est un exemple d'un travail qu'on avait fait dans le groupe de Patrick Tabling à l'Institut Pierre-Gilles de Gênes, où en fait, ce que vous avez ici sont des assemblages en microfluidique de gouttes avec 2 familles de gouttes de 2 tailles différentes. Et dans un certain régime de paramètres, on peut former une structure désordonnée qui a un facteur structure qui s'approche de 0 ici, et donc qui tend vers un certain niveau d'hyperuniformité. Voilà un exemple de système qui peut s'auto-assembler en formant une structure hyperuniforme. Ça dit, au jour d'aujourd'hui, c'est encore des travaux très actifs en matière molle, il n'y a pas encore de process qui s'imposent, et encore moins en 3 dimensions, pour arriver à fabriquer ces structures hyperuniformes. Alors, ce n'est pas forcément très grave, parce que comme je le disais, pour un certain nombre d'applications, ce qui va compter, c'est d'avoir un facteur structure qui va être petit au voisinage de 0, mais s'il n'est pas rigoureusement égal à 0, ce n'est pas très grave. Retenez l'idée que pour créer de l'ordre partiel, il faut des interactions répulsives. Donc on l'a vu pendant le Covid, où la distanciation sociale crée des foules un peu plus organisées que d'habitude. Donc l'ordre partiel, et ça c'est créé par des interactions. Chose en 2004, première démonstration par l'équipe de Frank Sheffold de ce qu'ils avaient appelé un liquide photonique. Donc ici c'est de nouveau un colloïde dense, donc c'est de nouveau 1 sur le parcours moyen en fonction de l'attraction volumique. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un colloïde chargé, donc il y a à la fois des interactions de sphères dures répulsives et des interactions électrostatiques répulsives qui sont à beaucoup plus grande portée. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on peut arriver à créer, en fonction de la fraction volumique, un parcours moyen qui n'est pas monotone. Et donc on peut contrôler le parcours moyen, y compris le contrôler spectralement. Autre exemple, la fabrication de ce que ces auteurs dans le groupe de Cefe Lopez à Madrid ont appelé des verres photoniques. En fait, là, le côté très intéressant, c'est de former un système qui soit quasiment monodisperse, en tout cas très proche de la monodispersité, mais sans être cristallisé. Et donc vous avez des particules de silice ou de TiO2, donc qui ont des résonances de Mi, et qui sont toutes les mêmes, mais qui en même temps forment un système désordonné très fortement corrélé, ce qui aussi crée ce qu'ils appellent un nouveau matériau, mais l'idée, encore une fois, c'est d'utiliser ces corrélations de désordre comme un nouveau degré de liberté. Et puis des travaux récents de l'équipe de Silvagnoni, je veux mentionner ça parce que c'est extrêmement intéressant de voir que, après avoir essayé de comprendre comment ce fruit très bleu, finalement, pourquoi ce fruit est bleu, en fait, et ils ont compris que c'était c'est la cellulose qui s'auto-organise pour former des systèmes, encore une fois, c'est la lumière diffuse, qui sont désordonnés mais qui sont fortement corrélés. Et ils ont réussi à montrer que maintenant, in vitro, ils sont capables d'avoir un processus qui permet de fabriquer des pigments bleus à base de cellulose. Il y a tout un pan de recherche actuel pour essayer de faire des pigments qui peuvent servir par exemple dans des peintures, mais qui sont des pigments qui peuvent fonctionner sans solvant et qui ne sont pas des pigments qui fonctionnent par absorption, qui donc sont très robustes à l'éclairement UV, etc. Dans toute la thématique notamment des peintures sans solvant. Et voilà, donc là, c'est vraiment des travaux tout récents, mais c'est, je trouve, des avancées vraiment spectaculaires dans ce domaine des pigments structuraux. Et là, vraiment, c'est les corrélations de position qui créent cette coloration. Alors, pour terminer, un exemple d'un matériau, ce que vous voyez ici, là, donc c'est fait par l'équipe de Nadine Nassif au laboratoire de chimie de la matière condensée de Paris. Ça, ce que vous avez là, c'est un matériau qui est formé de 95% d'eau. Donc c'est de nouveau un hydrogel de collagène. Ça ressemble à la cornée en fait, mais là c'est fabriqué de manière synthétique. Alors pour les gens qui font de la matière molle, ils disent ok, quelqu'un qui, comme moi, fait de la photonique, avoir un matériau qui est formé de 95% d'eau, mais qui, selon le processus de fabrication, peut avoir différents niveaux de diffusion, et puis dans un certain cas avoir une bande de transparence, je trouve ça assez fascinant.
Et donc, ce qui est fabriqué dans cette équipe, là, ce que vous avez, donc ce matériau, typiquement, ça fait 1 cm. Hein, c'est en fait un matériau, un hydrogel de collagène. Donc, c'est du collagène dans de l'eau, donc avec une fibrillogénèse. Donc, au final, ce sont des fibrilles de collagène, ces fameux tubes de 30 nanomètres de diamètre et qui font quelques microns de long. Et vous voyez que selon la concentration au collagène, on passe d'un système très diffusant à un système beaucoup plus transparent, et puis de nouveau un système très diffusant, pour une concentration très particulière de collagène, qui d'ailleurs a été breveté par l'équipe. Et donc, ce qui est intéressant pour quelqu'un qui vient du domaine dont je viens de parler, c'est que le fait de passer de diffusant à transparent, ici, ne peut pas être un simple effet soit de dilution, soit d'homogénéisation par augmentation de la densité, parce que ce n'est pas monotone. C'est diffusant, transparent et de nouveau diffusant. Et on peut d'ailleurs caractériser ce niveau de diffusion, ça ce sont des mesures faites à l'Institut d'Angevin. En fait, on a mesuré dans différentes zones le libre par combien de diffusion, et on voit que dans cette zone transparente, le libre par combien de diffusion est augmenté d'un facteur 2 ou 3. Retenez qu'il intervient dans une exponentielle. Donc changer d'un facteur 3 le libre par combien de diffusion, ça change énormément le niveau de transparence. Yannick, j'ai bientôt fini, je vois que tu t'inquiètes. Ce qui est intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est que forcément, il y a une question d'ordre structural. Puisque sinon, on passerait de diffusant à transparent de manière monotone. En fait, ce qui se produit, c'est qu'à cette concentration particulière en collagène, apparaît en fait une microstructure. Ce que vous avez ici sont des images au microscope électronique à transmission. Donc, vous voyez une organisation des fibrilles de collagène en différentes couches, qui ressemble d'ailleurs assez fortement à ce qu'il y a dans la vraie cornée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette concentration critique apparaît cette structuration qui, d'une part, avec son ordre partiel, crée de la transparence, c'est-à-dire diminue la diffusion, mais en même temps est responsable des propriétés mécaniques incroyables que j'ai montrées au début. Voilà. Donc il y a une conjonction d'intérêts. Il y a une concentration où à la fois c'est intéressant optiquement et c'est intéressant mécaniquement, et c'est très certainement autour de cette conjonction de paramètres que fonctionne la vraie cornée en fait. Donc ça a aussi un intérêt au-delà de la question du matériau photonique. Ça, c'est mon dernier transparent. Juste pour vous dire que finalement, c'est une assez vieille histoire, mais que c'est maintenant que ça se passe. Alors, c'est souvent comme ça dans les communautés scientifiques. C'est aujourd'hui, ou depuis quelques années, qu'il y a vraiment un engouement pour que des gens qui travaillent sur l'auto-assemblage et l'auto-organisation en matière molle, les gens qui travaillent en photonique, se mettent ensemble et s'intéressent de plus en plus à ces sujets. Pourquoi c'est maintenant que ça se passe? Je ne sais pas. Mais ce papier est extrêmement intéressant. 1986. Ce papier est très connu en matière molle, puisque c'est le premier papier qui montre ce qu'on appelle la transition vitreuse avec des colloïdes. C'est simplement des suspensions de particules dans un liquide. Quand vous allez de droite à gauche, vous augmentez la fraction volumique. Et en fait, on voit très clairement apparaître ici un régime où on a des domaines polycristallins. Et ce qui est vraiment révolutionnaire dans ce papier, c'est qu'il montre que quand on va à concentration plus élevée, on ne tend pas vers un cristal, mais de nouveau vers un système désordonné qui est en fait un verre. Et c'est le papier qui démontre pour la première fois qu'il y a une transition vitreuse dans les colloïdes. Ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est des vraies images. Vous avez vu les couleurs. C'est incroyable, c'est de la silice dans de l'eau. Il n'y a pas un seul commentaire sur l'apparition de couleurs dans cet article. C'est-à-dire que cet article est fondamental en matière molle, mais en fait, le fait qu'il y ait de la couleur, visiblement, ça n'intéressait ni les auteurs, ni les référés, etc. Or, c'est, à mon avis, un des papiers les plus spectaculaires qui montre l'apparition de coloration structurale due à de l'ordre partiel dans un colloïde dense. Je vais juste mentionner ça. Et quelques messages de conclusion, et puis un article de synthèse coordonné par Kevin Vink, écrit avec un certain nombre de collègues, si vous voulez en savoir plus. Et je vous remercie pour votre attention. Y a-t-il des questions? Merci beaucoup Rémi pour cet exposé très passionnant. Oui, bonsoir. Est-ce que vous avez étudié, soit en simulation, soit dans l'étude d'objets physiques réels, le fait qu'on puisse avoir des régimes d'hyperuniformité ou bien de corrélation, mais différentes selon les directions ou selon les... Et est-ce que si jamais on étudie des choses comme ça, on a autre chose que simplement on va changer de comportement si on change de direction ou bien si on change de localisation, enfin on a des surprises autres que je change de direction, je change de comportement?
Oui, alors on ne l'a pas étudié de manière systématique. Là, ce que j'ai montré, c'est essentiellement des études où le système en moyenne est isotrope statistiquement. Mais évidemment, on peut jouer là-dessus. Alors il y a un effet assez simple où, même en ayant un système isotrope statistiquement, on commence à avoir des effets de directivité. Vous vous souvenez, quand je montrais la transparence, on a le diagramme en S2Q et on tourne autour et on est tout le temps dans la zone où ça vaut 0. Mais si la longueur d'onde est plus petite, la flèche initiale est plus grande, donc on peut être dans la zone 0 pour certaines directions et pas pour d'autres directions. Donc ça, on l'a regardé numériquement. Donc par exemple, on peut faire un système diffusant, mais qui réfléchit uniquement dans une ouverture angulaire finie, par exemple. On peut faire des choses comme ça. D'accord ? Donc on peut avoir des effets de directivité, même sans jouer sur l'anisotropie statistique. Mais en jouant sur l'anisotropie statistique, on a un degré de liberté phénoménal. Après, toute la question, c'est quand même qu'est-ce qu'on est capable de faire en pratique. Pas à ma connaissance, mais je ne prétends pas avoir une connaissance exhaustive du sujet. Oui, super exposé, Rémi, super clair et intéressant. Une question par rapport à l'hyperuniformité. Quand on part du désordre et on arrive au régime hyperuniforme, il y a l'ouverture de gap. Et quand on va dans l'autre sens, qu'est-ce qui détermine mathématiquement que tu es dans le régime hyperuniforme ou cristallin ? Si tu vas dans l'autre sens, c'est-à-dire si tu pars du cristal et que tu le désordonnes, oui. Donc le cristal, il est hyperuniforme, mais ensuite tu vas perdre l'hyperuniformité. Donc désordonner en gardant l'hyperuniformité, c'est pas désordonner n'importe comment, tu vois. Non, ce que je veux dire, c'est que le cristal, je découvre, le cristal est considéré comme un régime hyperuniforme. Oui. Déjà. D'accord, ok. Oui. En fait, tu as le premier, en Q égale 0, tu as toujours un facteur de structure fini, d'accord, mais ensuite, tu as le premier pic de Bragg, entre les deux, tu as 0. Donc c'est un cas particulier d'hyperuniformité. C'est clair, merci. Oui, merci pour ce très bel exposé. Une petite question par rapport à la polarisation. Tu as mentionné le cas de l'interaction entre les effets de surface et les effets de volume. Est-ce que si on prend le cas de base, ou justement de passage du désordonné à hyperuniforme, est-ce qu'il n'y a vraiment aucun effet lié à la polarisation ? Alors, non, il y aura des effets. Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait aucun effet. Mais par contre, en diffusion simple, avoir dépolarisation complète, je ne pense pas que ça soit possible dans ce cas-là. Mais qu'il y ait dans une signature de polarisation, qu'il y ait dans des mesures de polarisation une signature forte des corrélations, ça c'est sûr, même dans un système diffusant en volume. Oui, ça c'est extrêmement riche. Oui. Ça répond à ta question ? Ouais. Oui, alors merci beaucoup pour votre présentation, très, très passionnante. Moi j'ai une question de béotien. Est-ce qu'il y a un nombre critique de diffuseurs pour observer ce que vous nous avez présenté, à savoir en dessous d'un certain nombre de particules, on ne va plus avoir une diffusion. Est-ce que ça, c'est tenu compte ? Alors, dans votre question, il y a deux choses. Il faut d'abord que... En fait, ce qui va compter, c'est les effets de taille finie. Plus que le nombre de diffuseurs, ce qui va compter, c'est la taille finie du système qu'on étudie. D'accord ? Puisque dans l'expérience de diffusion, on va avoir... D'accord ? Voilà. Donc après, ce qui va compter, c'est vraiment le ratio entre la taille du système et le Lie par moyen de diffusion. Et le Lie par moyen de diffusion, lui, il va dépendre de la densité. D'accord ? Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Donc tout ce que j'ai montré, ça n'a de sens que dans un régime initial où le Lie par moyen est petit par rapport à la taille du système. Sinon, on n'est pas diffusant et voilà.